Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Caroline. Salut Caroline. Allô, ça va bien? Ben oui, toi. Oui, ça va, ça va. Grosse journée au travail. Merci d'être avec nous en tout cas, puis de prendre le temps de partager ton expérience. Je pense que tu vas avoir bien des choses intéressantes à nous partager. Ben, en fait, je l'espère. J'aimerais ça qu'on commence par une petite présentation brève de qui tu es. Tu as quel âge? Tu vis dans quel coin? Puis c'est quoi ton projet en ce moment? Ben, en fait, moi, mon nom, c'est Caroline. J'ai 28 ans. Je vais avoir 29 ans dans le fond, dans une couple de mois. Sinon, mon projet en ce moment, ben, en fait, je suis diplômée en technique en travail social depuis à peu près un an. Mais en ce moment, en fait, là, j'entreprends des démarches pour aller à l'université. Fait que j'ai été acceptée d'un certificat en études féministes pour après avoir la cote pour rentrer d'un baccalauréat. Sinon, je te dirais pas mal les projets plus personnels. Je fais beaucoup de militance pour ce qui en est des surdoses. Aussi au niveau avec le collectif, je m'implique aussi pour le projet de droit de cité. Fait que je suis un peu la dame aux multiples chapeaux. Fait que c'est pas mal ça. Ton histoire avec la DPJ, ça a commencé comment? Ben écoute, ça remonte il y a très longtemps. Fait qu'on va remonter environ 2001, 2002. En fait, c'est ça, pour faire une histoire courte, ben, courte et longue en même temps, mais bref. Je viens d'une famille où que, tu sais, le père était absent. Ma mère, en fait, était comme, ben, était alcoolique, toxicomane. C'était plus axé sur les plaisirs immédiats, puis elle avait envie de constamment se saouler la face, tu sais. Fait que déjà là, tu sais, ça indiquait que le milieu où j'ai grandi, c'était pas mal plus instable. Mon père était quand même très stable, puis tu sais, il a comme fait en sorte que je manque de rien. Et, tu sais, c'était plus ma mère qui dépensait toute la paye de mon père pour s'acheter de l'alcool. C'est aussi que, tu sais, justement, elle était tellement instable que je voyais constamment ma mère sous, dans le salon en train d'écouter du Éric Lapointe, puis de brailler, puis ça, que sa vie c'est de la merde. Après ça, tu sais, justement, d'être tellement passante que, tu sais, dans le fond, elle me tombe dessus ou ça allait pas bien dans sa vie. Fait qu'à un moment donné, ben, tu sais, des professeurs se sont rendus compte, en fait. Je manquais de l'école, j'avais jamais de lunch, je dormais beaucoup, j'étais très léthargique. C'est plein d'indices qui fait en sorte que on pourrait laisser croire que, tu sais, ça va pas bien à la maison. Puis en paix, après ça, une nuit, il y a des policiers qui sont venus me réveiller chez moi pour me dire, il va falloir que tu t'en viennes avec nous, t'as qu'une coupe d'affaires, tu reviendras pas comme de sitôt. Puis en fait, c'est là que les policiers sont venus me chercher chez moi en pleine nuit pour m'emmener dans ma première famille d'accueil. Puis quand je suis sortie dehors, j'ai vu ma mère se faire embarquer dans un char de police. Je ne comprenais absolument rien de ce qui se passait. Tu sais, j'étais juste comme, ben, tu sais, oui, ma mère n'a pas été correcte, là, mais tu sais, ça reste que c'était ma mère. Tu sais, je veux dire, puis pour un enfant d'environ 5 6 ans, tu sais, c'est assez violent. C'est de comme pas savoir ce qui se passe, on me parle à peine de ce qui se passe, je suis dans un poste de police où que je sais pas du tout avec qui je suis, où je vais, puis il est comme en plein milieu de la nuit. Fait après ça, ben, j'ai été dans une famille d'accueil d'urgence, puis ben, c'est là que ça a commencé. Comment ça s'est passé dans ta famille d'accueil d'urgence? Du mieux que je me souviens, ça s'est quand même bien passé. Parce que dans le fond, ils m'ont placée dans la même famille d'accueil que ma sœur, parce qu'en fait, moi, j'ai un frère et une sœur aînés qui ont été aussi placés avant moi. Puis, en fait, le fait que, tu sais, ma sœur était là, je pense que ça a rendu ça un petit peu plus facile, parce que, tu sais, c'était tellement déstabilisant. Au moins, je pouvais avoir une personne avec laquelle je pouvais faire comme, OK, tu sais, je te connais, c'est good. Mais c'est sûr que je suis restée juste quelques semaines. Après ça, ils m'ont transférée de famille d'accueil. Et dans ta deuxième famille d'accueil, c'est-à-dire celle qui n'était pas en urgence, est-ce que ça s'est bien passé? Tu sais, ben, c'est relatif parce qu'il faut prendre en considération que j'étais une petite fille tourmentée.
Tu sais, j'étais une petite fille littéralement très anxieuse, qui faisait tout le temps des cauchemars, des terreurs nocturnes. J'étais pas mal hypothéquée, là. Tu sais, on va s'entendre pour mon bas âge, là, j'étais vraiment hypothéquée. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'étais pas évidente à vivre, mais en même temps, ça s'explique. Le fait de rester en pleine nuit toute seule à la maison quand tu as 3 ans, c'est très clair dans ma tête. Tu sais, de rester à la maison, tu sais, d'attendre maman qu'elle revienne du bar. Tu sais, c'est un peu traumatisant qu'à chaque nuit, tu combats ton sommeil pour faire sûr que, tu sais, maman arrive. Puis, tu sais, fait, clairement, ça m'a affectée. Tu sais, je veux dire, fait que veux pas, ça s'est bien passé. Puis, je pense que, tu sais, ma première famille d'accueil a essayé, du moins, tu sais, avec comment je le vois aujourd'hui. C'est sûr que, sur le coup, quand ils ont dit, OK, mais c'est too much, je l'ai comme vécu comme un abandon. Parce que, tu sais, je veux pas, je me suis sentie rejetée. C'est déjà là que mon estime de moi-même était carrément à terre. Fait que ça s'est bien passé, mais en même temps, c'est que chaque famille d'accueil, on dirait que c'était trop de job pour eux. Fait qu'ils ont juste fait comme, ah ben non, ça marchera pas. Mais tu sais, pour revenir un peu à la peur que tu disais que tu ressentais beaucoup, même quand tu étais chez ta mère, euh, je m'intéresse beaucoup à ce qui est le lien entre la biologie, l'évolution, puis il y a vraiment des études qui ont sorti que ce qui fait en sorte que de génération en génération, les gens sont plus susceptibles de développer un stress post-traumatique, c'est la grosseur de l'amygdale qui va peut-être grossir pendant que tu es dans le ventre de ta mère dû à son exposition au stress à elle. Fait que, tu Mhm. sais, si, mettons, elle avait déjà des problèmes d'alcool, des problèmes d'autorégulation, des problèmes qui étaient très stressées, très anxieuses, qu'elle avait peur ou qu'elle se mettait dans des situations à risque, ben, probablement que ça fait en sorte que ton amygdale à toi est plus sensible au départ. Puis là, ensuite, pendant toute ton enfance, tu as vécu des événements stressants qui t'ont fait très peur. Puis c'est tout récemment que je pensais que le stress post-traumatique, antérieurement à cette nouvelle connaissance-là, était produit par des événements traumatiques saillants, mais non. C'est Sonia Lupien qui a dit ça la semaine passée dans son... elle participe à une émission à la radio, à Radio-Can, qui disait que c'est la peur. L'exposition répétée à la peur peut donner du stress post-traumatique parce que ce que tu me fais penser, les terreurs nocturnes, l'anxiété très, très, très exacerbée, ça me fait beaucoup penser à quelqu'un qui a été exposé énormément à la peur puis qui a peut-être un stress post-traumatique. Ouais, ben, je te dirais que oui, mais tu sais, c'est sûr que là, avec les années, tu sais, ça pèse d'une certaine manière. Tu sais, il y a, oui, des trucs qui vont toujours malheureusement rester là. Mais tu sais, j'essaie de vivre avec, de convertir en fait cette peur-là, cette colère-là, cette tristesse-là en quelque chose de positif. Donc pourquoi que tu sais, je m'implique puis j'essaie que les choses changent. Mais tu sais, je veux dire, pour revenir à ce que tu disais, c'est que tout ce qui est traumatique, c'est tu sais, tous des petits événements isolés, mais tu sais, à un moment donné, c'est quand ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, c'est que ça vient tellement affecter certaines dimension de toi-même. Tu sais, mettons, j'étais un enfant qui faisait pas confiance, qui disait, ben, tu sais, ça sert à rien de faire des amis parce que dans le fond, je vais changer d'école dans comme 2, 3 mois parce que ma mère a décidé de déménager constamment ou, tu sais, que littéralement, je voyais des enfants, mettons, avec papa, maman, un chien, tu sais, le rêve de tout enfant, mettons. Puis moi, tu sais, j'avais pas le droit à ça. Je me suis comme tout le temps sentie un peu comme inadéquate ou, tu sais, un peu le signe noir ou le vilain canon, tu sais, dans cette histoire-là. Fait que c'était constamment un peu me remettre d'en face que j'ai eu une mère de merde, tu sais. Puis pour ce qui en est de mon père, ben, tu sais, c'est ce que l'affaire, c'est que lui, tu sais, il travaillait outre-mer au Mexique, il était mineur, il faisait du forage aux diamants, je sais pas trop, dans les mines au Mexique, au Venezuela, tout ça. Tu sais, il a quand même donné de l'argent, il a quand même fait en sorte que je manque de rien, mais c'était plus, tu sais, de l'autre côté.
ben, c'était elle qui voulait juste se sous la gueule. Puis quand, que, mettons, mon père revenait au Canada, là, tout était beau, elle était la mère parfaite, puis tout. Puis aussitôt que, tu sais, il repartait, c'était un relâchement, puis elle s'en foutait, là. Fait que lui, dans le fond, il avait pas connaissance de ses patterns quand il était pas là, de ce que je comprends. Pas vraiment. Puis je pense qu'il s'en est rendu compte après parce que, tu sais, clairement, là, la DPJ a embarqué dans le dossier. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est que lui, tu sais, il pouvait pas non plus arrêter de travailler. Fait que, tu sais, lui, il a comme collaboré avec la DPJ, tout ça. Ça reste que ce qui a été plus difficile, c'est que, tu sais, veut pas une petite fille, ça a besoin, oui, de sa mère, mais ça a surtout besoin de son père. Mais en même temps, tu sais, aujourd'hui, je le comprends. Fait que, plus ça. Puis ta famille d'accueil, ben, est-ce qu'ils ont demandé de l'aide à la DPJ pour être capable de te soutenir dans ton processus d'adaptation à eux? Oui, je pense surtout, en fait, c'est que il y a une de mes familles d'accueil, c'était en fait mon oncle et ma tante, que j'ai été placée avec eux, qui avaient trois fils. Puis, tu sais, surtout que cette famille-là, tu sais, vu qu'ils me connaissaient déjà, tout ça, puis je sais que Christine, qui est dans le fond la mère de cette famille-là, là, elle avait essayé, tu sais, à plusieurs reprises, tu sais, d'être soutenue par la DPJ, puis elle se sentait un peu dépourvue, puis tout ça, tu sais, puis clairement, c'était assez demandant. Puis là, surtout que aussi, elle vivait des choses au niveau personnel. Mais c'est ça, puis tu sais, la DPJ ont comme un peu, s'en ont lavé les mains quand t'as voulu la prendre, c'est ton problème, tu sais. Fait que, techniquement, ma mère devait encore signer pour, mettons, si je devais aller voir un neuropsy, par exemple. Puis en fait, ma mère a totalement refusé de signer. Fait qu'en fait, j'ai dû comme un peu me priver de ça. Des services de santé, des soins que j'ai pas pu recevoir parce que ma mère ne voulait pas signer. Fait que, tu sais, c'était un peu, j'ai l'impression, tu sais, qu'elle était impuissante là-dedans, puis qu'à un moment donné, ben, ça a comme fini par la brûler, puis je trouve ça désolant. Veux pas, tu sais, je me sentais un petit peu tout seul, souvent. Mais en même temps, cette famille-là, c'est comme un peu la première, je te dirais, famille qui m'ont fait sentir comme si je faisais partie d'une famille. C'est quoi une maman, c'est quoi un papa, tu sais, je sais, c'est mon oncle, ma tante, mais mes trois cousins, c'est comme un peu devenu comme mes trois frères, même si j'étais la petite sœur gossante qui arrêtait pas d'aller les voir en train de jouer, puis de dire aux amis, mettons, de mon plus vieux cousin que j'allais le marier plus tard, tu sais, tu vois, genre, ou qu'on jouait à la colle, tu sais, j'ai comme l'impression de faire partie de cette famille-là, mais à un moment donné, tu sais, il a fallu que ça se termine parce que je pense qu'elle était épuisée, dépourvue. Puis qu'à un moment donné, ben, tu sais, des fois, il faut comme se choisir. Puis malheureusement, ben, il a fallu que j'aille dans une autre famille d'accueil. Fait que c'était à recommencer. Sinon, comment ça se passait à l'école en général? Mal. Ben, en fait, moi, j'ai un TDAH. J'avais des difficultés d'apprentissage. Puis, dans le fond, c'est que, tu sais, je veux pas, quand que j'étais, mettons, chez ma mère ou, tu sais, justement dans le processus d'adaptation, tu sais, je n'étais pas dans un état pour comprendre à l'école. Tu sais, mon attention était déjà ailleurs, sur qu'est-ce qui se passait dans ma vie actuellement. Fait que j'avais pas tout le temps les bonnes notes, j'étais tout le temps dans la lune, j'étais tout le temps un peu rêveuse. Mais par exemple, tu sais, il y avait certaines matières que j'étais quand même très bonne. Par exemple, au niveau de l'art plastique, tu sais, tout ce qui était comme plus créatif. Sinon, ben, tu sais, j'avais pas mal de difficultés, tu sais, tout ce qui est mathématique, ça va, écoute, je comprends pas, mais bon, j'apprends à vivre avec. Mais ça allait vraiment mal, en fait. Puis de voir constamment que j'échouais faisait en sorte que, tu sais, déjà, je pensais que j'étais de moins que rien, que j'allais rien faire dans la vie, puis tout ça. Puis par rapport à mon diagnostic de TDAH, en fait, les médecins avaient dit comme quoi que je serais plus lente que la normale, que je serais moins intelligente, puis que je vais être plus comme en retard, je vais dire ça de même, que j'allais pas, j'allais rester chez mes parents le restant de ma vie, j'allais pas faire d'études, tout ça, et ben non, j'ai des études collégiales, je réussis très bien à l'école présentement, tu sais, écoute, dans mon programme en travail social, j'étais dans le top 5 des meilleures étudiantes de ma cohorte. Tu sais, c'est que je trouve ça dommage qu'on surmédicalise la détresse des enfants, parce que la détresse des enfants, ça
tu sais, ça existe. Que ce soit la dépression chez les enfants, que ce soit des troubles de santé mentale, aussi l'impact du traumatisme de se faire arracher de ses parents. C'est-à-dire, du jour au lendemain, fonctionne soit un enfant, c'est soit naïf, soit insouciant. Ben, moi, ma naïveté puis toute l'insouciance que je devais avoir à cet âge-là a été arrachée. Tu sais, c'est un peu un non-sens pour moi, tu sais, puis il faudrait prendre en compte ça. Ça me fait penser un peu à quelque chose que j'ai vécu personnellement. Tu sais, j'ai eu un gros diagnostic qui est tombé quand j'avais 14 15 ans, puis ce que j'avais trouvé qui était le plus blessant, c'était comme si les adultes voulaient que je sois guérie, mais pour hier. Mhm. Mais je pense que c'est un problème social qu'on a par rapport à ça. Parce qu'il y a aussi une grosse partie des parents qui décident de médicamenter leurs enfants pour pas avoir à travailler sur eux-mêmes. Mhm. Il y a beaucoup d'évitement dans notre société. Ben oui, tu sais, je veux dire, ça peut être autant, là, tu sais, je veux dire, je vais donner un exemple vraiment banal, mais mettons un exemple au niveau des femmes. C'est la détresse, la charge mentale, tout ça, on va surmédicaliser. Tu peux te dire, ben, dans le fond, c'est toi le problème, on va te donner une petite prescription, tu vas voir, ça va bien aller, ma chum, tu sais. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on allume que oui, écoute, je pourrais dire que, tu sais, mettons, la dépression chez l'enfant, tu sais, écoute, je suis convaincue que ça existe parce que, tu sais, moi, à un certain âge, très jeune, j'étais très pessimiste. Tu sais, on dirait que je me disais, bon, ben, rendu là, je ferai jamais d'études, m'en calisse, tu sais. Fait en même temps, il a fallu que ça soit tout un travail de regagner de la confiance parce que j'avais aucune estime de moi-même. Tu sais, fait l'impact de, oui, le placement, les familles d'accueil, tu sais, justement, qui me lâchaient tout le temps, tu sais, justement, ben, les médecins, les pédopsychiatres qui disaient que, ben, j'étais plus lente puis que je vais rien faire de ma vie, tu sais, fait à un moment donné, c'est que, tu sais, tu t'attends à quoi, quel effet que ça va faire sur un enfant. Pour Ouais. revenir à ta trajectoire de placement, est-ce que tu es resté en famille d'accueil tout le long de ton placement ou ça a changé? Ben, en fait, il y a plusieurs. Je me souviens pas combien, mais je me souviens que des fois, la DPJ tentait des retours chez ma mère, puis ben, ça a toujours foiré, bien évidemment, parce que, tu sais, clairement qu'elle avait pas arrêté de consommer, là, on s'entend, là. Fait que j'allais tout le temps retourner en famille d'accueil, fait que c'est tout le temps comme charrier de droite à gauche. Mais je te dirais que la majorité de mon placement, je l'ai passé en famille d'accueil. Tu sais, puis je pense que le plus rough, c'est qu'à un moment donné, il y a ma mère qui a fait une détention à la prison Tanguay, qui n'existe plus aujourd'hui. Tu sais, c'était un peu fucked up de comme entendre acceptez-vous les frais virés de la prison Tanguay, tu sais, parce que t'as comme 7 ans, là, puis tu te fais appeler par ta mère en prison, puis t'es comme, mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais là, tu sais, puis on dirait que à un certain moment, tu sais, j'ai tellement accumulé, tu sais, de peur par rapport à cette femme-là, j'en avais peur, tu sais, littéralement. Durant mon placement, des fois, je la croisais au centre d'achat, je me cachais, tu sais, en arrière de ma belle-mère ou de mon père, ou même ma grand-mère, quand on allait, je passais la fin de semaine chez elle, puis je voyais ma mère au centre d'achat, je me cachais derrière elle parce que je voulais pas qu'elle me voie. Comme, j'avais comme littéralement peur de cette femme-là parce qu'elle m'en a tellement fait vivre que ça avait aucun sens, j'en faisais une maladie. Et quand on te retournait chez elle, est-ce qu'elle avait un soutien quelconque de la DPJ? Est-ce qu'on l'évaluait comme il faut? Comment ça se passait? Je te dirais que ça n'est pas qui m'échappe, mais tu sais, j'assume que oui. Tu sais, je veux dire, tu vas pas retourner un enfant que justement qui avait eu la négligence, qui avait eu de la violence physique. Fait que j'assume que oui. C'est pour ça que tu sais, quand ils ont vu que ça marchait pas, ils m'ont retiré, puis tu sais, ça a été ça. Mais je te dirais que je le sais pas trop. As-tu souvenir d'avoir eu des travailleurs sociaux ou des éducateurs qui venaient à la maison pour vous rencontrer les deux ou des choses comme ça? Oui, en fait, j'ai eu une TS qui s'appelait Francine. Elle venait à la maison, tout ça. Était comme assez rigoureuse à mon souvenir. Là, elle s'assurait aussi de jaser avec moi puis de faire en sorte que je sois correcte. Je pense que, tu sais, d'une certaine manière,
elle essayait de faire son possible avec les moyens du bord, là. Puis quand elle faisait des visites, est-ce que c'était planifié ou c'était spontané, genre que ta mère, elle pouvait pas se préparer? Ben, c'est plus spontané, OK, OK. je te dirais, parce que, tu sais, il savait que ma mère, c'est quelqu'un d'imprévisible, là. Du fait que, tu sais, des fois, elle peut se déboucher une frette, tu sais, c'était littéralement que la caisse de 24 était déjà ouverte en avant-midi, là. Puis, clairement, elle savait c'était quoi un peu ses patterns, tu sais, je pense qu'elle avait bien saisi, fait que la plupart des visites, c'était vraiment improvisé, là. Alors, c'est ça, je te pose la question parce que j'ai pas l'impression que c'est comme ça avec tous les travailleurs sociaux. Mhm. Qu'il y en a beaucoup que c'est planifié, fait que ça doit être plus difficile dans ce temps-là de repérer justement les patterns Ouais, des ben, parents. parce que, tu sais, justement, ben, en fait, là, c'était pas Francine, mais en fait, c'est que moi, mon frère et ma soeur, en fait, c'est mes demi-frères, demi-sœurs. Eux, leur père biologique est décédé en 2001. Puis en fait, c'est que j'étais au salon funéraire pour some reason, je sais pas trop, là. Il y avait eu une travailleuse sociale qui était venue au salon funéraire pour voir comment ma mère agissait avec moi parce qu'il y avait déjà eu des doutes qu'il y avait tu sais, dans le fond, de la maltraitance, de la négligence, puis tout ça. Puis clairement, écoute, elle me criait après, elle me traitait comme de la grosse merde, puis elle était saoule, bien raide dans le salon funéraire, tu sais, elle se gérait pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, la travailleuse sociale a fait bon, mais tu vois, clairement, il y a de quoi qui marche pas. Fait il a fallu un peu qu'il joue au détective, qu'il soit comme undercover, là, tu sais, pour essayer de voir. Parce que à première vue, j'ai comme, tu sais, ce que je me souviens, c'est que, tu sais, elle se démenait pour avoir l'air de la bonne mère, mais elle l'était pas vraiment, là. Y a-tu une des familles d'accueil que tu as faites où ce que tu as été capable de tisser un sentiment d'appartenance vraiment plus, puis que tu t'es senti confortable, ou c'était vraiment plus la famille d'accueil que tu as été qui était dans ta famille que ça a fait ça? Ben, il y a elle, il y en a deux, en fait. Il y a chez Christine Pironnet, en fait, qui est mon oncle et ma tante. Puis je parle encore à mon cousin Yves, qui est le plus jeune. Malheureusement, en fait, le plus vieux, il est mort en Afghanistan en 2009. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça a été comme vraiment rough parce que, tu sais, veux pas, j'ai quand même grandi avec lui. Celui du milieu, on s'est un peu perdu de vue, mais tu sais, écoute, un jour peut-être qu'on pourra se reparler. Sinon, ben, j'ai pu avoir, tu sais, je te dirais, la plupart des souvenirs heureux d'enfance que j'ai, c'est avec cette famille-là. Ouais. Fait Puis, que les autres familles d'accueil, c'était so-so, c'était pas tant... ben, tu sais, je veux dire, mettons, j'ai eu après un autre placement, après René puis Christine, je suis allée chez Hélène puis Patrick, qui est dans le fond un couple. Puis, en fait, c'est sûr que je le ressentais d'une certaine manière, puis tu sais, je suis pas leur enfant, tu sais, fait que, mettons, exemple, c'est des fois, il y avait des petits câlins sur le sofa avec la petite fille, tu sais, tout ça, puis d'une certaine manière, je l'enviais parce que je me disais, moi, j'ai envie de me faire prendre dans mes bras parce que je ne me suis pas fait prendre dans mes bras, puis tu sais, de me faire rassurer. Mais tu sais, il essaie de quand même le faire, mais on dirait que le fait que je savais, tu sais, on dirait que je le sentais que, tu sais, oui, t'es pas notre enfant. Mais en même temps, je sais qu'ils m'ont, tu sais, qu'ils ont fait leur possible puis ils m'ont aimé comme que ils ont pu. Puis c'est juste peut-être moi qui sentais ça, mais que c'était peut-être pas ça. On le sait pas. Mais tu sais, je veux dire, j'ai eu des souvenirs. Tu sais, on allait à la pêche, on est allé tu sais, au camp de chasse. Tu sais, sinon, on avait une grande cour où que j'ai pu jouer pendant des heures. Tu sais, ce qui était le fun, c'est quand je suis emménagée dans cette famille d'accueil-là, ils m'ont demandé avant d'emménager ta chambre, tu l'avais eu quelle couleur? Je dis, j'aimerais ça fuchsia puis orange. Bon. Fait qu'ils m'ont fait, tu sais, ils m'ont tous fait un décor sur mesure. Ils m'ont acheté des douillettes orange et fuchsia. Tu sais, des affaires de même. Fait qu'ils m'ont vraiment fait une chambre pour que je me sente bien puis que je me sente dans un environnement que je sentais qui était le mien. Tu sais, fait que déjà là, il n'aurait pas été obligé de faire ça, mais ils l'ont quand même fait parce que j'ai l'impression qu'ils voulaient le faire. Puis à un moment donné, ben, dans le fond, c'était ma dernière famille d'accueil. Puis en fait, mon père, après ça, il revenait au Canada, puis tout ça. Fait que, tu sais, il savait aussi, il avait refait sa vie, puis tout ça. Puis avec ma belle-mère, dans le fond. Puis mon père, il voulait que je revienne avec lui. Fait que, tu sais, ça m'a fait un petit peu de peine parce que, tu sais, je veux pas. Oui, tu sais, je veux dire, retourner avec mon père, tu sais, c'était normal, puis c'était la suite des choses.
Mais tu sais, ça reste que, tu sais, je veux pas, j'ai resté peut-être comme une couple d'années là, tu sais. Fait que, tu sais, des habitudes se sont cassées, tout ça. Mais, tu sais, puis dernièrement, je les ai revus. En fait, Patrick et Hélène, puis je les ai remerciés. Ils m'ont invité pour s'intéresser en arrière, puis c'est la même cour, la même maison, tout ça. Puis je me suis rappelé l'adresse, puis je suis juste allée cogner faire Hey, what's up? Ça a été super positif. C'est sûr que, tu sais, à certains moments, on se sent seul. Tu sais, puis des fois, je me sentais seule, même s'il y avait des gens autour de moi. Tu sais, des fois, mettons exemple, passer Noël, mais tu sais, oui, avec ma famille d'accueil, j'étais pas toute seule, mais ça reste que j'avais comme le goût de passer Noël, mettons, avec mes parents. Fait que ça a quand même été rough d'une certaine manière. Ben, c'est sûr que c'est comme normal que tu te sentes pas complètement inclus dans la famille, tu sais, vu que t'es pas, comme tu disais tantôt, tu sais, t'es pas leur enfant, fait que t'arrives là, puis tu dois être un peu comme un chien d'un jeu de quilles, là, genre, tu sais pas trop quoi faire de ta peau, puis quoi dire au monde, puis J'ai remarqué, tu sais, aussi, tu sais, j'essayais beaucoup de me faire inclure ou, tu sais, j'essayais beaucoup de me faire aimer. Tu sais, je me suis tellement faite comme rejetée, je me suis tellement faite abandonner, qu'on dirait que j'étais comme une people pleaser, je voulais que le monde m'aime. Puis plus tard, la vie adulte, ça m'a vraiment beaucoup impacté parce que, tu sais, j'ai eu la tendance à développer des relations de codépendance ou de dépendance affective. Puis je l'assume littéralement. Parce que, ben, regarde, ça fait partie de moi. Puis, tu sais, présentement, ben là, tu sais, j'apprends. Maintenant, je suis capable de dire non, puis de quand même dire, OK, cette relation-là, ça m'apporte rien de bon. Puis je laisse les gens partir. Ça a été vraiment difficile de faire. Je travaille encore là-dessus. Tu sais, je suis pas guérie, puis je le serai probablement jamais. Mais c'est correct, c'est parce que on essaie de mettre ça en pratique. Puis de jour en jour, ben, je suis confiante que je vais pouvoir me défaire de ça. comment ça s'est passé, le retour avec ton père? Ben, ça s'est bien passé. C'est sûr que si lui faisait comme quelques runs par-ci par-là, tu sais. Il y a eu un petit temps d'adaptation pour ça. Ça s'est bien passé. C'est juste que j'étais un esti de paquet de troubles. Tu sais, honnêtement, là, à regarder ça aujourd'hui, tu sais, je veux dire, legit, des fois, je disais, mais on dirait que je testais les limites, tu sais, parce que justement, j'étais tellement en crise après tout. Puis, tu sais, mettons, exemple, quelqu'un, je sais pas, ma belle-mère me disait quelque chose, je fais comme, ben, pourquoi tu me dis ça, t'es pas ma mère? Des avant la même, écoute, j'étais une plaie, là. Un petit trouble d'opposition-provocation? Oui, probablement. Juste un petit peu. Je viens qu'un petit Ça me fait, ça résonne en moi, parce que ça me fait penser des fois à comment j'agissais, là, mais peu. Ouais, ben pas mal. Puis je te dirais que quand j'étais enfant, j'avais certaines tendances justement à faire ça, mais sinon, tu sais, je te dirais que overall, c'était pas trop pire. C'est plus quand l'adolescence ça a kické. Là, c'était spicy, là. Tu sais, mettons exemple, rien me tentait, j'envoyais chier, j'en avais rien à foutre. Tu sais, écoute, je gravais La vie, c'est une joke, c'est mes tablettes de chambre, tu sais, tu vois le genre, là. Fait que j'ai pas été full évidente, tu sais, legit que c'était du bon n'importe quoi, là. Je détruisais des murs, j'écrivais sur mes murs, j'en avais rien à foutre. J'envoyais chier mon père, tu sais, une fois, je pense que je vais m'en souvenir pour le restant de mes jours parce que je suis traumatisée. Mais j'avais comme dit quelque chose, puis à un moment donné, mon père a juste fait Hey là, c'est assez. Je me suis approchée à 2 pouces de sa face, dire Ouais, tu vas faire quoi? Puis, tu sais, des affaires dans moi, fait on dirait que j'avais tellement le goût de pousser mes limites pour je sais pas trop quelle raison. Puis aussi, tu sais, je filais pas bien. Psychologiquement, ça allait pas bien du tout. Tu sais, on dirait que je me sentais constamment inadéquate. On dirait que j'étais pas bien dans ma peau. J'étais pas. Je me sentais tout le temps comme un peu à part. On dirait que j'étais malheureuse sans savoir pourquoi. Tu sais, puis à un moment donné, ben écoute, c'était legit que j'avais des idées suicidaires. Ben, je me disais, ben Chris, tu sais, je vais finir par m'en sortir un jour, tu sais. Excusez, je deviens émotive, là. Mais, tu sais, ça a été très, très, très douloureux au niveau de mon adolescence, tu sais, puis je me demandais si je vais finir par m'en sortir, tu sais, puis je veux dire, je me faisais encore dire que
je ferais jamais rien de bon dans la vie, que, tu sais, ben moi, je suis lente. On dirait que je prenais pour acquis que j'étais née pour un petit pain, puis que, tu sais, dans le fond, je devais me contenter de très peu. Puis c'était ça, tu sais. Fait que durant toute mon adolescence, ça a vraiment été un processus de me reconstruire, mais c'était pas facile. Est-ce que tu as été chercher de l'aide psychologique pendant cette période-là? Ben, tu sais, je veux dire, il y avait les intervenants à la polyvalente. Fait que, tu sais, veux, veux pas, ils étaient comme pas mal au courant de la situation. Fait que, tu sais, oui, j'avais un certain soutien, mais on dirait même là, j'avais comme l'impression que, tu sais, ils se disent, ben voyons donc. Tu sais, on dirait que j'avais comme pas tant l'impression d'être comprise tant que ça. Puis des fois, mettons, à l'adolescence, surtout, tu sais, j'ai commencé à porter plus des petites camisoles à bretelles, tu sais, un petit peu plus provocateur. Tu sais, je me souviens qu'il y avait une travailleuse sociale qui m'avait dit qu'on dirait que ton changement d'attitude fait en sorte que j'ai l'impression que tu cherches un peu plus la provocation ou whatever, ou que, tu sais, on dirait que il y a de quoi, tu sais, puis je l'ai tellement voyé chier, là. Mais, tu sais, on dirait que tout le monde prenait pour acquis de dire, ben là, t'as tout ce que tu voudrais avoir, whatever, tu sais, oui, ok, c'est difficile, mais sais-tu vraiment si difficile que ça, tu sais? Fait qu'on dirait que c'était legit de tout le temps un peu banaliser tout ça, puis on dirait que je trouvais qu'il allait pas chercher aussi loin, se demander, ben, pourquoi qu'elle a un, tu sais, elle a un mal de vivre à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe? Fait que j'étais comme semi-bien encadrée, mais moi, j'ai eu des bons enseignants qui étaient quand même sensibles par rapport à ça. Moi, ça me fait penser, quand j'ai été chercher de l'aide, quand j'étais vers la fin du secondaire, j'ai été suivie par une genre de coach de vie parce qu'on savait pas c'était quoi à l'époque. Puis au bout de 1 an de suivi, elle m'a dit genre, je sais pas quoi faire avec toi. Comme si j'étais vraiment too much. Ouais, T'as-tu eu cette impression-là, toi aussi, de comme pas fitter dans la petite case qui ont besoin que tu fites dedans pour être capable de t'aider? ouais, définitivement. Puis dire, ben, ah, ben là, telle affaire, ou tu sais, un peu de sauter sur les conclusions sans aller chercher trop loin, puis faire, mais non, c'est pas ça. Fait qu'on dirait qu'à l'époque aussi, tu sais, j'étais pas tout à fait prête à en parler. J'avais pas tout à fait les bons mots. Fait que, tu sais, j'essayais de chercher, tu sais, un peu qu'est-ce qui me causait ça. Puis, tu sais, il a fallu que, justement, j'aille en thérapie, tout ça, que, tu sais, à l'âge adulte, tu te mets plus en question, tout ça. Fait que, au moins, là, tu sais, je suis capable d'en prendre conscience, tu sais, qu'est-ce qui me rendait autant malheureuse. Mais c'est que, déjà, à l'adolescence, tu te cherches, tu sais pas t'es qui, t'es en grosse crise identitaire. Puis en plus, rajoute par-dessus ça le fait que tu t'es jamais senti comprise, tu t'es jamais senti acceptée, tu t'es jamais senti inclus, tu te sens un peu comme une victime de ce système-là, tu te sens comme une victime de la vie, tu es juste en crise, puis tu finis juste par dire, sais-tu quoi, you know what, je give up. En secondaire 4, tu sais, c'est là que j'ai lâché l'école. Puis ils parlaient de leur remise de diplôme dans ma classe de journaliste, tu sais, puis on dirait que j'avais tellement rien à foutre, là, puis je me dis, tu sais, oh, toi, tu vas faire quoi? Je gradue pas, mais regarde, rendu là, c'est pas grave, j'étais de même, tu sais, puis on dirait que je me disais, ben, regarde, rendu là, peut-être que les médecins ont eu raison, puis à un moment donné, j'ai juste fait, tu sais quoi, quand j'avais décroché l'école, je me disais, mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, je suis perdue, je sais pas quoi faire, j'ai aucun but dans la vie. Tout ce que je faisais, c'est à la maison, à journée longue, à faire des tâches ménagères parce que, ouais, qu'est-ce que je fasse? J'habitais dans un village où que, tu sais, c'était comme quasiment genre 45 minutes d'auto dans le Nord parce que moi, j'ai grandi en Abitibi-Témiscamingue, puis il n'y a pas de transport en commun là. Fait que, tu sais, j'étais comme un peu pognée. Puis à un moment donné, ben, j'ai juste décidé à 18 ans, je fais, sais-tu quoi? Ils vont faire un gros mot. Ma cousine m'a proposé de dire, écoute, on habite en Ontario, viens passer pour l'été. Puis elle avait soulevé l'idée de faire, ben écoute, tu pourrais venir vivre avec nous autres. Puis j'ai comme vu ça un peu comme ma porte de sortie.
Parce que je me sentais pognée, tu sais, en Abitibi, je me sentais comme dans une cage, je me sentais comme pognée, je me sentais pas bien. J'ai fait ma valise pour l'été, mais je savais très bien dans ma tête que j'allais pas revenir. Tu sais, fait que j'ai comme fité de ce que je pouvais dans une valise, puis j'ai fait, je m'en vais, puis c'est ça. Après ça, c'était en 2013, j'ai déménagé en Ontario chez ma tante puis ma cousine. J'ai recommencé l'école, puis écoute, c'était merveilleux l'encadrement que j'avais en Ontario. L'école est gratuite là-bas. Fait que moi, j'avais pas à payer, puis ils fournissaient mon matériel d'école. Il y avait une travailleuse sociale, une éducatrice spécialisée, de l'aide pour justement, tu sais, j'avais des difficultés en mathématiques, fait que j'ai pu réussir mes mathématiques de 12e année là-bas. J'ai pu avoir mon diplôme d'études secondaires en 1 an et demi. Tu sais, fait que puis j'avais des meilleures notes de ma classe, puis je comprenais pas pourquoi. Je disais, mais ben voyons, c'est sûr que c'est pas vrai. Je veux dire, I guess qu'il me score bien trop haut, tu sais. Même année, tu sais, tu viens à réaliser que tu as autant de compétences, puis de qualité, puis de force que tout le monde. C'est juste qu'on ne donne pas l'opportunité de les développer. C'est ça que je trouve le plus dommage. Puis quand j'ai reçu mon diplôme dans mes mains, écoute, j'ai braillé, j'étais tellement comme pour vrai, là. C'est ouais. Et que ça s'est bien passé en Ontario. T'as-tu resté là longtemps? 6 ans. Puis je te dirais que pas mal toutes les années que j'ai resté là, ça a été pas mal les meilleures années de ma vie. Tu sais, c'est là que j'ai vraiment comme pu apprendre à me connaître. J'étais qui en tant que femme, ou du moins commencé à catcher comment ça marche, cette petite bête-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des petites affaires qui étaient plus difficiles. Tu sais, je suis tombée dans un pattern de codépendance. Aussi, j'avais une tendance à développer des relations toxiques. Fait que je suis tombée en amour. C'était mon premier amour, tout ça. Ça a été quand même une relation toxique qui a duré 5 ans. Puis que j'avais tellement peur de quitter cette relation-là parce que je me disais qu'il va changer, puis tu vois le genre, là. Puis à un moment, en 2018, j'en avais assez. J'étais curée, puis là, ben, j'avais commencé ma technique en travail social, mais c'est passé quoi que je pouvais pas retourner au collège parce que, première des choses, ça coûte très cher les études postsecondaires là-bas. Puis j'ai fait faillite parce que je me suis ramassée vraiment dans le trou financier. C'était, écoute, 30 000 dans le trou, là. Quand t'es étudiante, c'est... Fait que, tu sais, il y a comme rien qui marchait. Tu sais, tout tournait en rond. On dirait que j'étais bloquée. Puis je me disais, bon, ben voilà, je vais finir d'un job au salaire minimum pour le restant de mes jours. Puis ça serait ça, tu sais. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu, ah, ben, peut-être que je pourrais déménager à Montréal chez une autre de mes tantes. Puis, ben, en fait, je l'ai fait. Mais aussi, c'était dans le but de que cette relation-là, qui était toxique, ben, elle s'est comme finie d'elle-même. J'avais comme pas envie de vivre ça. Puis le fait, la distance, a fait en sorte que ça s'est comme fini là. Mais c'est sûr que ça a eu certains impacts, là. On s'entend que les relations toxiques puis la codépendance, c'est jamais rien de bon, là. C'est là que j'ai pu comme refaire mes études. En fait, j'ai pu créditer des cours de l'Ontario au Québec. Tu sais, j'ai pu avoir au moins 1 an et demi de crédité au cégep. Puis j'ai pu finir mes études collégiales. Ça a repris beaucoup de temps, là. J'ai commencé en 2014, là. Fait que, tu sais, je l'ai faite. C'est juste que ça a été ardu, difficile, mais c'est possible. Puis, socialement parlant, comment tu trouves ça, rester à Montréal? Parce que ça a l'air assez hardcore depuis la pandémie à Montréal, les En fait, je suis conditions sur... de vie. Ouais, ben oui, mais par contre, je suis sur la rive sud de Montréal, fait que c'est un petit peu moins pire. Mais pour avoir travaillé dans le secteur Ville-Marie, là, de côtoyer des gens qui vivent des problématiques au niveau du logement, au niveau de l'itinérance, puis tout ça. C'est parce que, dans le fond, je ne l'ai pas dit au début, mais je suis intervenante en soutien communautaire, puis intervenante psychosociale avec les personnes en situation d'itinérance. C'était en fait un organisme qui s'appelait Sidalis, qui est aussi un organisme pour les personnes touchées par le VIH, l'hépatite C ou autre ITSS, avec d'autres enjeux reliés, là. Fait que, tu sais, dans le fond, ça peut être autant travail du sexe, toxicomanie, puis tout ça.
Fait que clairement, là, c'était des fois le chiard de trouver des logements pour ces personnes-là ou les logements n'étaient pas adaptés à leurs revenus à eux parce que c'est pas mal tous des gens qui retiraient de l'aide sociale ou qui avaient la régie des rentes. Fait que c'était un peu compliqué. Ben, tu sais, même sur la rive sud de Montréal, ça s'en vient rough, là, tu sais, le coût de la vie et tout ça, là, mais non, c'est assez rough à Montréal, là. Mais je te dirais que, tu sais, des fois, ça va venir m'impacter parce que, tu sais, on dirait que je vois les gens qui n'ont pas de logement ou qui se font, mettons, investir dans un logement ou whatever. Puis je crie à l'injustice, là. Fait que des fois, il faut que j'apprenne à me dire, OK, bon, on va laisser ça de côté. Je m'en vais à la maison, je m'en vais, je faire mes petites affaires. Je vais y revenir demain. Mais des fois, de mettre des limites, je pense que c'est ça qui est plus difficile, là, de dire je sauverai pas tout le monde maintenant. Fait que, tu sais, de justement dire, OK, on va prendre une étape à la fois. Des fois, je veux tellement comme aider que des fois, je vais vouloir faire tout dans la même journée, là. Mais ça doit être difficile aussi parce qu'il doit y avoir des personnes là-dedans qui, un peu comme ta mère, tu sais, l'alcoolisme, la toxicomanie, c'est un peu comme une maladie, hein. Fait que Ouais, même si tu veux les aider, même si tu leur donnes des ressources, si leur cerveau, si leur système de récompense est trop affecté par la substance, ça va être difficile de s'en défaire. Tu sais, moi, personnellement, la toxicomanie, c'est quand j'ai fait une psychose puis que j'ai été hospitalisée, là, que j'ai été capable de changer la trajectoire de ma vie, si je peux dire ça comme ça. Mais il a fallu qu'il y ait un environnement favorable pour ça. Sans l'environnement favorable, je ne serais jamais arrivée, là. ouais. On dirait que je suis late quand tu dis ça parce que, tu sais, justement, dans mes premières expériences de travail, en fait, et d'intervention, tout ça, tu sais, je pense que c'est quelque chose qui me faisait peur. Puis en fait, ben, j'ai comme fini par être confrontée par des histoires, en fait, qui ressemblaient à la mienne. Puis au début, ça m'a vraiment affectée parce que je me disais, oh mon Dieu, je voulais tellement pas être dans sympathie parce que, tu sais, ils nous apprennent en intervention qu'il faut soit dans l'empathie, non la sympathie. Puis les gens ont de la difficulté à savoir c'est quoi la différence. Puis, tu sais, c'est venu un peu me percuter parce que ça a comme un peu réouvert. Parce que je me disais, tu sais, on dirait que j'ai tellement pendant tant d'années essayé de faire, oh non, ça peut arriver. Il s'est rien passé, j'ai pas vécu, tu sais, un peu de comme, j'étais dans le déni littéralement. En même temps, oui, ça m'a fait mal parce que j'étais juste comme, oh shit. Mais autant que ça a comme donné lieu à, ben, j'ai commencé à plus y penser, à faire, ben, oui, c'est passé quelque chose. Fait en même temps, oui, c'était difficile au début, mais ça m'a quand même permis d'avoir une prise de conscience, d'avoir comme une certaine introspection de cette expérience-là. Tu sais, je te dirais pas que ça a été tranquille, paisible et très facile. Là. Ça a été très difficile parce que c'est un peu apprendre à vivre avec plusieurs choses, de give up sur des idéaux que j'avais. Tu sais, mettons exemple, la famille complète, la famille idéale, elle n'existe pas. Mais tu sais, c'est juste que tu craves de ça tellement longtemps que tu l'idéalises, qu'à un moment donné, tu te rends malade, tu sais, à vouloir l'avoir, mais tu peux pas l'avoir, puis tu n'as pas de contrôle là-dessus. Puis on dirait que t'es juste comme quoi que les autres gens l'ont, pas moi. C'est ça qui est rough aussi. Puis à ton travail, est-ce que tu as eu quelqu'un qui t'a donné une forme de mentorat pour t'aider à t'adapter puis à justement dépasser ces difficultés-là? Pas vraiment, je te dirais que j'ai comme dû un peu, ben, j'ai consulté, j'ai été voir une travailleuse sociale, j'ai fait de la psychothérapie, tout ça. Fait que le fait que, tu sais, il a fallu que j'identifie certaines de mes réactions, certains de mes patterns, ce qui fait que quand comme, tu prends connaissance de certaines choses, c'est que le travail après se fait de soi-même. Fait que aussi, c'est d'avoir une certaine maturité émotionnelle, je pense, puis de dire, OK, parfait, oui, peut-être que nos histoires se ressemblent, mais c'est pas mon histoire, c'est son histoire. De faire, OK, oui, ça peut me faire quelque chose, on est peut-être humain, puis je suis pas un robot. Tu sais, puis j'ai comme un peu appris à faire au travers des années une séparation entre mon travail puis l'expérience que j'ai eue. Mais on dirait que ça s'est plus fait au travers des années, quand j'ai eu pas eu le choix de me questionner.
sur bien des affaires. Fait que je te dirais que c'est plus au travers des années, des expériences que j'ai vécues, des fois aussi des trucs que j'ai réalisés, puis que j'ai comme essayé de travailler dessus. Puis justement de respecter ses limites, de justement apprendre à dire non, aussi c'est justement de te dire que quand t'es pas à l'aise puis que ça te trigger, tu le dis. Fait que je dirais pas que c'est parfait puis que je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas guérie, mais je pense que c'est plus ça. C'est quoi les valeurs qui t'ont le plus aidé pendant tout ton parcours? Je te dirais résilience, persévérance puis détermination. Parce que je me souviens qu'une intervenante, je pense que j'étais encore au primaire dans ce temps-là. J'avais commencé, je pense, depuis peu à être placée par la DPJ, justement, puis elle m'expliquait un peu, tu sais, que ma mère était malade, puis que, tu sais, clairement, c'est pas parce qu'elle veut pas s'occuper de nous. Tu sais, mettons, je parle de moi, mon frère, ma soeur, c'est que des fois, la maladie fait en sorte que c'est juste pas possible, tout, puis ma mère a dit, tu sais, c'est juste qu'il faut s'assurer que toi, ben, tu puisses être le mieux possible, puis d'avoir justement des liens sécurisants, puis tout ça, c'est le gros speech d'intervenante. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Moi, je serais jamais comme ma mère, watch me. Puis ça, c'est une promesse que je me suis faite à moi-même. En Ouais, effet, des fois, nos parents peuvent nous servir de contre-exemple, ouais, c'est ça. et on peut ériger nos valeurs là-dessus. Ouais, Si tu pouvais changer trois choses dans le système de la DPJ, tu changerais quoi? pas mal de choses. Ben, tu sais, moi, je pense que comme une des choses que je trouve primordiale, puis une chance, si là, ça l'a changé, je te dirais que là, l'accès au dossier, je trouve que c'est quelque chose de vraiment important pour moi. Ben, ça aurait été important de le savoir, mais maintenant, c'est plus possible, malheureusement. Parce qu'en fait, quand j'ai eu 16-17 ans, en fait, je fouillais dans des bacs à mon père dans le garde-robe parce que j'étais juste curieuse. Puis je suis tombée sur des papiers de la Cour de la jeunesse qui, tu sais, j'avais pas connaissance que ces documents-là étaient là, tu sais, mais je suis juste tombée par hasard, puis j'ai commencé à lire, puis ça a tellement été comme douloureux, mais en même temps, ça a été tellement libérateur de lire ça parce que je pouvais comme un peu me réapproprier mon histoire, mettons, puis dire, OK, c'est vraiment ça qui s'est passé, mais je voulais en savoir plus. Parce que, justement, ben, vu que j'ai vécu beaucoup d'expériences traumatisantes, il y a comme certains bouts qui me manquent, malheureusement. On dirait que mon cerveau, il a juste fait comme je bloque, puis même encore à ce jour, tu sais, le fait de m'impliquer dans certains projets fait en sorte que je dois, tu sais, tout le temps réfléchir, puis des fois, il y a des moments de ma vie qui me reviennent. Fait que, au moins, là, je suis assez solide pour comme, OK, tu sais, oui, ça va être tough parce que là, on dirait que je m'en souviens, puis je fais comme, oh shit, mais c'est correct. Mais à l'époque, tu sais, je veux dire, j'aurais tellement voulu lire mon dossier, puis je trouve ça juste dommage. Fait qu'au moins, là, ça a changé dernièrement, puis les gens vont avoir cette chance-là. Fait que moi, ce que j'ai à dire, tu sais, justement, aux jeunes qui vont écouter ça, demande, tu as le droit de savoir. Fais le don pour les gens qui ont plus cette opportunité-là, tu sais. Puis sinon, ben, qu'est-ce que j'améliorerais? C'est plus aussi, tu sais, la tendance, on dirait, aux juges, tu sais, quand tu passes en cours ou aux travailleurs sociaux, de vrai qu'ils savent donc ben c'est quoi qui est dans ton intérêt à toi, ils savent, qu'est-ce qui est bon pour toi, mais dans le fond, c'est plus moi qui devrais dire, OK, mais moi, qu'est-ce que je veux? Tu sais, c'est quoi je désire? Qu'est-ce qui est bon pour moi? De me questionner puis de me consulter parce que la personne concernée, c'est moi. C'est pas le juge, c'est pas la travailleuse sociale, c'est pas l'avocat, c'est moi. Puis ce que je trouve aussi, qui a été dommage, c'est que on dirait je t'ai mis à l'écart ou que, tu sais, on dirait qu'on considérait que j'étais pas assez vieille pour comprendre. Oui, c'est sûr que ma compréhension était peut-être pas celle que j'ai présentement, mais ça reste que je savais qu'est-ce qui se passait, là. J'avais bien beau avoir 7 ou 6, 5, tu sais, mais ça reste que je savais que, mettons, mon père, ma mère se gueulaient après, puis dire, moi, j'ai raison, non, toi, t'as tort. Puis ce que j'ai trouvé dommage, puis je trouve que les juges, les avocats, devraient prendre le temps de questionner le jeune, dire, OK, ouais, tu sais, c'est ça la situation, toi, qu'est-ce que tu veux?
Ça se peut que ce soit une réponse toute décousue, mais au moins tu peux aller chercher un peu ce qu'elle désire vraiment. C'est plus ça que je trouve plat. Puis je trouve que qu'est-ce que je pourrais changer, c'est que qu'on ait le droit d'être informé, puis qu'on a le droit d'être consulté pour les décisions qui sont prises à notre sujet. Parce que je trouve que c'est aberrant, puis ça fait juste aucun fou de sens que des gens décident pour ton projet de vie quand ta vie, c'est à toi. Puis j'ai l'impression qu'un projet de vie, ça serait vraiment mieux construit si on prenait le temps de consulter le jeune, puis de faire en sorte que ça respecte ses désirs, c'est qu'est-ce que lui, il veut. Il veut-tu aller vivre chez ses parents? Il veut-tu rester en famille d'accueil? Parce que ça pourrait arriver que, rendu là, il a plus développé un lien d'appartenance avec sa famille d'accueil, puis c'est correct. Fait que ça serait une des choses que je changerais. Sinon, ce que je changerais, c'est pas mal des mesures à la transition à la vie adulte. Ça, je trouve que c'est tellement important. Déjà qu'on n'a pas eu de chance dans la vie, déjà on a grandi avec le peu de chance qu'on a de réussir. Tu sais, l'égalité des chances, on l'a pas toutes, malheureusement, puis c'est un concept qu'on n'a pas atteint encore. Tu sais, je veux dire, quand tu viens d'une famille, justement comme moi, une mère alcoolique, tu commandes avec un père pas super présent, des difficultés scolaires, de l'intimidation, tu sais, justement, tous les enjeux psychologiques que ça a fait, cette expérience-là, veux pas. Je me ramassais déjà hypothéquée, déjà en bas âge. Fait que justement, tu sais, d'avoir le soutien, de savoir, ben, OK, pour la recherche, tu sais, OK, je veux faire quoi dans la vie? Je veux devenir quoi? J'ai passé longtemps à pas savoir qu'est-ce que je voulais devenir dans ma vie, là. Tu sais, on dirait qu'il me demandait en secondaire 3, secondaire 4, de dire, bon, selon ton test de personnalité, tu fit pour tel emploi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Je suis comme, oh boy, OK? Fait que c'est d'accompagner mieux le jeune, puis aussi d'offrir des opportunités justement pour aller suivre des cours, des études, tout ça. C'est comme la recommandation dans la commission Laurent, c'est l'effacement de la dette étudiante. Là, en ce moment, je dois rembourser un prêt étudiant c'est juste pas croyable. Puis, tu sais, d'offrir des alternatives, tu sais, justement, ils veulent faire l'effacement de la dette étudiante, tu sais, puis je veux dire, moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que ça va faire en sorte que les jeunes de la DPJ vont pouvoir se tourner vers quelque chose de positif puis quelque chose de constructif, puis ils vont pouvoir contribuer à la société comme tout le monde parce que c'est juste ça qu'on demande, être un membre de la société à part entière, mais tu nous laisses pas la chance de le faire. Ou, tu sais, la bureaucratie, tu sais, puis tout ça, puis c'est compliqué dans nos études, tu sais, fait que de rendre ça plus facile, puis plus aidant pour ces jeunes-là, pour justement qu'ils puissent avoir des métiers, une carrière, qu'ils aillent à l'université, qu'ils fassent un doctorat à la limite, mais je veux dire d'offrir les mêmes chances, des mesures pour offrir les mêmes options pour toutes les jeunes que tu viennes de la DPJ ou que tu viennes d'ailleurs, mais d'avoir l'opportunité de faire ce qui te passionne, de réaliser tes rêves, d'avoir le droit de rêver. D'avoir le droit de se réaliser à son plein potentiel comme tout le monde, comme si on n'avait pas eu de difficultés dans nos vies. C'est ça. Fait que c'est pas mal les choses que je changerais. Puis si tu avais un message à donner à un jeune qui a été placé puis qui sort de placement, tu lui dirais quoi? Mettons que je lui dirais que ça peut être rough. Pour vrai, je l'entends, puis ça sera pas facile, mais on finit par s'en sortir. Puis faut toujours essayer de s'accrocher, tu sais, sur quelque chose qu'on veut atteindre ou un objectif ou, tu sais, sur un rêve, parce que je pense le fait d'espérer, tu sais, d'avoir de l'espoir, de rêver, tout ça, tu sais, c'est ça qui fait en sorte qu'on s'accroche. Puis je trouve que pour moi, que je suis très émotive, je sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi en fait, mais bon. Le fait de s'accrocher à un rêve, tu sais, tu sais, une version meilleure de ce que c'est en ce moment, puis de se dire, écoute, de s'entourer des bonnes personnes, de vouloir aller chercher tous les services que tu peux aller chercher,
fait en sorte qu'à un moment donné, ça va devenir de plus en plus évident puis plus facile parce que tu vas avoir les bons outils, tu vas avoir les bonnes personnes autour de toi. Puis de dire qu'il y a d'autres options qui existent que de rester, ouais, dans le fond, j'ai été placée, je vais toujours rester comme que je suis, puis rien ne va changer, mais non, tu es le propre maître de ta vie. Laisse pas le système d'être maître de ce que tu vas faire plus tard. Je veux dire, oui, ça fait partie de ton histoire, ça fait partie de ton parcours, mais il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver que tu peux faire avec. Fait que, il faut pas qu'il abandonne. Puis, il faut qu'il rêve, qu'il s'en tienne à ça, puis qu'il se dise, ben, regarde, je vais faire ça, d'aller chercher toutes les, ce que je peux aller chercher pour justement être capable de m'accomplir, puis de croire en lui. En tout cas, tu es très courageuse d'être capable de continuer cette entrevue-là dans l'émotion. Tu sais, je l'ai senti à un moment donné que c'était plus prenant, puis Ben c'est oui. tout à ton honneur. Puis, tu sais, c'est normal, hein, quelque part, là, qu'on ait des émotions comme ça qui remontent quand on parle de ce qu'on vit. Puis, tu sais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je pense Ouais. que c'était le deuxième témoignage que j'ai fait. C'était devant une classe d'étudiants de médecine, puis je me suis effondrée, là, mais je m'attendais pas à ça parce que les autres fois avant, ça avait bien été. Mhm. Mais quand j'ai été abandonnée par mes parents, là, ça m'a complètement tuée, là. Ouais, ben, le dire, puis là, après ça, de conter un peu son histoire, c'est un peu comme ça, on replongeait dedans. Je te dirais aussi que, tu sais, un jeune, je lui dirais que c'est possible aussi, même si je suis émotive, parce que les émotions, ça fait partie de la vie, mais j'ai fait la paix avec cette expérience-là. Tu sais, je veux dire, oui, je vais broyer, oui, ça va me faire vivre des émotions, puis c'est correct, tu sais. Mais tu sais, je veux dire, j'ai même été capable de dire à ma mère, parce que tu sais, ma mère, elle a essayé de prendre contact avec moi sur Facebook, puis c'était très prenant. Puis je me sentais mal pour elle, parce que je me disais, ah, mais à quel point qu'elle doit se sentir comme la merde, tu sais, je veux dire. D'une certaine manière, j'espère en fait qu'elle a pris compte que tu sais, ça n'a pas toujours été la meilleure mère, puis tout ça. J'ai été capable d'y écrire une lettre, d'y envoyer. En fait, un message plus, mais bref. Pour lui dire, écoute, je souhaite pas qu'on continue à se mentir à soi-même puis de comme maintenir un lien si ça sert à rien. Mais par contre, tu sais, ce que je veux te dire, c'est je te pardonne pour tout ce que tu as fait, pour tout le mal que tu as fait, parce que je comprends que une dépendance ou l'addiction à l'alcool, c'est une maladie. Puis probablement que s'il n'y avait pas eu l'alcool, la drogue, puis tous les problèmes qu'il y a eu dans ta vie, tu sais, je veux dire aussi, elle, sa mère, ben, en fait, elle a vécu de la violence physique, émotionnelle de sa mère. Puis comme on sait, ben, les générations, des fois, se transmettent. Puis moi, ben, j'ai brisé le moule. Mais, tu sais, puis j'ai lui dit, tu sais, je comprends tout ça. Puis je doute pas que tu sois une super bonne personne avec des qualités comme tout le monde, mais juste que maintenir un lien avec toi, c'est me faire violence à moi-même. Puis, mais, tu sais, oui, j'avais besoin de ma mère, mais présentement, j'en ai plus besoin. Tu sais, parce que je vole mes propres ailes, puis je vois pas la nécessité, mais sache que je te pardonne, puis que je t'en veux plus, mais il faut vraiment qu'on arrête de se parler, puis t'arrêtes d'essayer de me contacter ou d'avoir un espoir, du moins, que ça se réglera pas. Puis je vois pas l'intérêt de bâtir un lien avec toi, mais je te souhaite la meilleure des chances. Je te souhaite que tout se passe bien. Mais, tu sais, je voulais vraiment être honnête avec toi. Puis, je suis vraiment fière de l'avoir fait, tu sais. Puis, je trouve que ça a été une belle étape. Et tu sais que de briser les cycles intergénérationnels, tu sais, moi aussi, je suis pas mal là-dedans, là, puis ça peut être extrêmement difficile les premières années, là. Ouais. Tu sais, moi aussi, j'ai coupé les ponts avec un de mes deux parents, puis j'avais l'impression d'avoir un raz de marée contre moi, parce que mes deux parents sont encore ensemble, tu sais, fait que ma mère était vraiment contre ça. Puis le Ouais. reste de ma famille comprenait pas parce qu'ils savaient pas toute la version de l'histoire. Ils savaient pas Mhm. euh, les traumas que j'avais vécus puis qu'est-ce que mon père m'avait fait.
Ouais, Ben, tu sais, d'aller à contre-courant, puis de briser les cycles, puis de faire qu'est-ce qu'on a à faire pour briser les cycles, ça peut être assez drainant. c'est confrontant. Parce que, tu Mhm. sais, c'est un peu dire, les gens disent, ben voyons. Tu sais, mettons, exemple, la question banale, ah, c'est quoi ton nom? Ah, tes parents font quoi dans la vie? Je sais pas. Tu sais, je veux dire, OK, oui, mon père travaille des mines, ta mère, qu'une crise d'idée, tu sais. Je veux dire, ou, tu sais, des questions un peu banales, du fait, ah, ben, moi, mais pourquoi tu parles pas? C'est ta mère, elle t'a mis au monde. Ben, oui, puis, tu sais, quand je lui ai écrit mon dernier message, je dis, je la remercie de m'avoir mis au monde. Parce que ça fait en sorte que je suis la femme que je suis aujourd'hui, puis, tu sais, je suis quand même, puis je vais dire, puis ça paraît un peu bizarre à dire, mais je suis quand même contente d'avoir vécu tout ça. Malgré que ça a été super souffrant, ça a été douloureux, ça a été, écoute, des années de souffrance, mais maintenant, je peux dire que je suis heureuse d'avoir vécu ça parce que ça permet que je suis la personne que je suis. Puis j'ai pu accomplir des choses, j'ai pu comprendre des choses, j'ai pu être plus sensible à certaines choses. Fait que je suis contente de ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureuse de ce que je suis. Puis si ça n'aurait pas été de la DPJ, si ça n'aurait pas été de l'expérience avec ma mère, si ça n'aurait pas été des abus que j'ai vécu, peut-être que ma vie aurait été autrement, peut-être que je serais née dans Watt, mais en même temps, je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que tu sais, ça fait partie de moi, puis ça a forgé un peu qui je suis. Puis, tu sais, à force de parler de ce que tu as vécu, moi, en tout cas, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé, là. À force de parler de notre vécu, tu sais, au début, c'est souffrant. C'est comme là, tantôt, tu me disais, c'est la deuxième fois que tu témoignes. Ouais, À force d'en parler, on se désensibilise, puis les émotions diminuent. ouais, Puis c'est comme ça que je me suis désensibilisée à pas mal de choses. Puis qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai repris contact avec mon père, puis je suis capable d'aller loin pareil, là, dans nos conversations sans me laisser emporter par mes émotions parce que j'ai fait ce travail-là. ouais. Ben, j'ai pas de misère à le croire parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai eu une grosse perte par surdose en 2021. Puis moi, tu sais, je fais beaucoup de témoignages, j'en parle beaucoup. Puis, tu sais, c'est un deuil qui m'a vraiment beaucoup affectée. Là. Je pense que Jess le sait, tout ça. C'était mon ex-conjoint. Il est décédé d'une surdose en 2021. Le fait d'en parler, tu sais, c'est, oui, ça reste autant souffrant, puis qu'à chaque date, tu sais, mettons, en octobre, c'était sa fête, en décembre, ben, ça va faire 2 ans qu'elle est décédée. C'est une petite claque sur la gueule, mais tu sais, au moins, le fait d'en parler, ça fait qu'on dirait que ça me désensibilise d'une certaine manière, puis le fait d'en parler, surtout, ça fait que tu te sens un peu moins seule. J'ai une communauté autour de moi, fait que j'ai pu être beaucoup soutenue. Mais le fait d'en parler, on dirait que, tu sais, c'est tellement des sujets tabous, tu sais, autant au niveau du placement à la DPJ, de perdre quelqu'un par surdose, il y a tellement de choses tabous qu'on s'empêche de parler, puis qu'on se dit, ah, les gens vont me juger, ou ah, les gens, ils veulent pas entendre de ce que j'ai à dire, puis tout ça, puis t'as comme l'impression que tu peux pas parler de ça, puis que tu te sens pas comme dans un environnement propice à ce que tu comptes, ce que tu as vécu. Fait que le fait d'avoir justement cette place-là, c'est tellement libérateur, tellement sain, parce que c'est en parlant que ça vient de moins en moins difficile, comme tu disais, puis on dirait que ça fait juste en sorte que tu te sens plus léger, tu te sens comprise, tu sais, tu te sens comprise finalement quand tu t'es tout le temps senti incompris. Et c'est exactement pour ça que le podcast existe, Ouais, ben c'est une bonne idée. pour diminuer le stigmate qu'on peut avoir, qu'on peut ressentir pendant des années. Ouais. Et puis aussi, une autre anecdote qui vient de me popper en tête, tu sais, une année, quand j'ai été acceptée au collège en Ontario, j'ai réussi à rejoindre mon ancienne travailleuse sociale qui s'appelle Francine. Tu sais, je parlais, ah, j'ai été acceptée en travail social, pis tout, puis tu sais, j'étais full contente de dire ça, puis j'ai dit, sais-tu quoi, Francine? Plus tard, je vais être comme toi. Elle m'a vraiment aidée, cette femme-là, puis je suis tout le temps reconnaissante, là. Elle m'a vraiment sauvé la vie, là. Tu sais, je veux dire, autant que ça a été difficile, là, mais cette travailleuse sociale-là, c'était une perle, là. Fait que, tu sais, je veux dire, j'ai quand même rencontré des personnes positives qui m'ont aidé, tout ça.
Fait que ça n'a pas juste été de la merde, dans le fond, mais, tu sais, je veux dire, il y a quand même eu des petits éléments que c'était super positif et tout. Fait que, là, je veux pouvoir dire aussi à un jeune que, garde une bonne travailleuse sociale, qui reste des années avec toi, ça existe. C'est juste que présentement, ben, les conditions de travail à la DBJ sont un peu de la merde. Mais tu sais, juste de dire que, regarde, tu peux pas dire que tu as changé d'intervenant, que tu vas pas en trouver une qui va rester puis qui va faire en sorte de t'aider réellement. Que toi, pendant ton parcours de placement, tu as rencontré des intervenantes qui t'ont inspiré et qui fait Ouais, que tu es devenue aussi une intervenante maintenant. Et moi, dans mon parcours après, j'ai eu le plaisir de rencontrer une personne extraordinaire qui est toi. Fait que merci de faire partie de mon écosystème puis d'être présente parce que tu m'inspires aussi puis ton petit côté provocateur là ben tu sais c'est transformé en côté militant puis tu sais je trouve ça inspirant de voir comment t'expliques ça ou justement qu'il faut accepter ce qu'on a vécu puis de le transformer puis de l'utiliser puis d'en être fier en quelque sorte parce que ben, on est la personne qu'on est par rapport aux expériences qu'on a vécues. Puis moi, je te trouve inspirante, puis je te souhaite juste une bonne continuité dans tes projets scolaires aussi, grande féministe. ouais. Grande féministe, militante, philosophe à mes heures. Mais en fait, c'est ça, je pense, c'est tout le côté provocateur, c'est de dire qu'est-ce que le monde pense tout bas, un peu de faire comme OK, parfait, il y a telle affaire, une inégalité, tes droits sont pas respectés, parfait, ben je vais aller gueuler dans les rues, là. C'est sans problème, là. Je vais plus dire OK, parfait, ça marche pas, je vais pouvoir aller foutre la merde, ça me dérange pas, là. Tu sais, puis pour vraiment faire en sorte que toutes les injustices vécues ne se reproduisent plus. Parce que j'ai tellement vécu l'injustice souvent dans ma vie que je me dis personne ne devrait se sentir comme ça. Fait on dirait moi c'est juste rendu ma seconde nature, là. Puis c'est vraiment ça qui me permet de continuer puis qui m'anime dans la vie. Je vais terminer l'épisode avec une petite phrase que Mariana Mazza a déjà dit par rapport à la provocation que j'ai trouvée très inspirante et qui m'alimente encore aujourd'hui dans mes réflexions. J'aime chier dans les draps blancs pour voir qui vient les laver. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi, ce que je trouve ça Est-ce que Maggie pis inspirant. ses métaphores de marde? Ben, ça illustre ce que ça a illustré, là, je veux dire. Fait Mais je que, trouve que ce qui me frappe aussi de cette métaphore-là, c'est que on a une tendance à vouloir blanchir le monde, les gens et le système plus blanc que blanc. mhm, Tu sais, fait que moi, en tout cas, ça vient un peu me chercher par rapport à ça, là, dans le sens que j'ai déjà eu des expériences professionnelles et autres, là, où est-ce que c'était vraiment trop, fallait vraiment trop pas déborder des lignes, des cases, puis ça m'a fait beaucoup réfléchir justement sur comment le système fonctionne, puis c'est quoi un peu l'inconscient collectif en arrière de ça, puis mhm. c'est là qu'on voit un peu les mailles en arrière du filet social, les mailles cachées. Clairement, puis tu sais, je veux dire, c'est un peu de demander de fitter dans un moule que tu n'as jamais fité. Tu sais, je veux dire, tu t'es toujours senti comme un marginal, tu t'es toujours senti à côté de la case, tu fitais dans aucune des critères, tu sais. Fait que je pense que c'est d'embrace ça, puis de dire, OK, je suis un marginal. OK, je suis pas comme tout le monde. Je respecte pas une certaine norme, puis c'est tout à fait OK. Puis de toute façon, je veux pas être comme tout le monde. Je veux être moi. C'est-à-dire, tu peux ne pas fitter dans ce cadre-là, puis de quand même trouver ta place. C'est ça que je trouve le fun. Puis ça a pris du temps avant que je le réalise. Que c'est dans ce système-là, oui, j'aurais pu autant m'écraser pendant toute ma vie puis me dire que j'étais une victime, mais non. Tu sais, je suis pas une victime, je suis une vivante. Je vais vivre. C'est Ben, tu fait. sais, fondamentalement, je pense que le système est malade, puis que ça fait des années que ça dégénère, mais que on a comme poigné un point de rupture où est-ce que ça va bien chier. Ben, en fait, je dirais Tu plus sais, le mot néolibéralisme.
Ouais, ou Ouais, capitalisme sauvage, là. Ouais, ouais. Il y a quelque oh, chose qui a déraillé dans les années 2000, puis que je crois qu'il va falloir pas mal de monde pour essayer de renverser la vapeur, là. Mais, tu sais, la page Old Strucco, je sais oh, je pas suis fan. si... Et quand ça a fermé, moi, j'ai Ben, c'est écouté. ça. Moi aussi, ça Oh, m'a fait de quoi parce que, tu sais, justement, je subis les soins de santé, je subis les interventions, puis tu sais, je me rendais compte qu'il y avait des affaires qui marchaient pas. mhm, Mais c'est en suivant les pages comme ça qu'on était capable de voir en arrière des mailles du filet social, c'était mhm. quoi les choses qui faisaient en sorte que le système était fucké de même. Fait que, tu sais, quand je dis ma petite métaphore avec les draps blancs, là, c'est un peu ça. Ben oui. Mais, tu sais, je pense que aussi, tu sais, justement, par rapport, tu sais, si on vient au système de la DPJ, là, tu sais, si je peux me permettre d'ajouter, tu sais, je pense que c'est le fait que pendant tant d'années, on a installé une certaine, tu sais, mettons, quand je parlais de néolibéralisme, un peu de dire, OK, on va injecter du cash, mais arrangez-vous avec vos troubles. Nous, on se désengage, on investit de l'argent, nous, on paraît bien. Tu sais, je ne veux pas non plus dire, ah oui, c'est à cause de tel premier ministre, tout ça, tout, mais tu sais, c'est une série de gouvernements qui a fait des mauvaises décisions. Puis c'est juste qu'à un moment donné, on dirait que ne se sont pas posé de questions, plus que ça. Tu sais, puis il a fallu qu'une petite fille à Granby décède pour qu'à un moment donné, on allume, faire, il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas. Fait que c'est plus que, à un moment donné, il va falloir allumer que ça se passe pas bien. Puis surtout depuis la fusion Barrette, rien pour aider. Ça a eu bien des répercussions sur la santé et les services sociaux. Fait que, en même temps, il va falloir à un moment donné, faire ben, les enfants, il va falloir qu'on en prenne soin parce que c'est les adultes de demain. Fait que si on les scrape, il va y avoir une société de gens dysfonctionnels, puis ça ira pas en améliorant. Fait que je pense que c'est déjà là d'en prendre soin de nos enfants, puis de se donner le devoir en tant que société d'en prendre soin, faire en sorte qu'ils grandissent de façon saine, qu'ils soient bien encadrés, tout ça, ça va déjà régler pas mal de problèmes déjà à la source. Ben ça, mais aussi que faire en sorte que les intervenants se brûlent pas, là, tu sais, parce que t'as beau vouloir aider quelqu'un, mais si toi-même tu vas pas bien, c'est Hum, l'échec assuré, là. c'est ça. Il faut pas juste injecter de l'argent. Il faut faire des mesures structurantes. Puis il faut pas juste faire OK, je vais injecter de l'argent pour patcher des trous. C'est pas mieux si, ben, dans le fond, ça va juste faire atténuer une coupe d'affaires, mais que tu sais, les gens vont être autant hypothéqués. Là. Puis j'assume qu'on s'en va vers là, tranquillement, pas vite, mais ça va prendre du temps. Puis, regarde, écoute, on va essayer de faire de notre mieux pour que ça change. Ben, un gros merci pour ta participation. Mais ça fait plaisir. Puis je vais espérer pour toi que ça continue de bien aller, puis que justement, tu sais, tu sois capable d'être impliqué encore en travail communautaire à Montréal. Bon, ben, Donc, non, écoute, je vais pas nulle part. c'est sûr que ça, comparé au système public, je pense que t'es mieux de rester dans le communautaire. Définitivement. Ben, un gros merci. Merci, bonne soirée. Bye. Bye.